Salut Manuel, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Manuel, tu es député européen, membre de la France Insoumise et directeur de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Alors ce week-end avait lieu la convention de lancement de l'Union populaire, le nouveau mouvement qui va porter Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne. Qu'est-ce qui n'allait pas avec la France Insoumise? Pourquoi changer de cadre? Et surtout, qu'est-ce que ça change fondamentalement, à part le nom bien sûr? Ouais, d'abord, l'Union populaire, c'est pas aujourd'hui une nouvelle formation politique, c'est une stratégie qui est la stratégie qu'on met en place dans le cadre de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon et qui part finalement de l'idée que aujourd'hui, si vous regardez les sondages d'intention de vote, la gauche est extrêmement faible, autour de 25%, que si par contre vous sondez, ce qu'on a fait au moment de nos amphis d'été, les Françaises et les Français sur les propositions qui sont contenues dans notre programme, vous avez des taux d'accord de 60, 70, 80, parfois 90%. Et donc l'idée, c'est que si on veut réunir une majorité populaire pour gagner, il vaut mieux le faire en essayant de fédérer autour de propositions programmatiques plutôt que de se poser la question des accords entre appareils politiques. C'est ça le cadre global, et c'est ça qu'on appelle l'Union populaire. Alors est-ce que l'Union populaire deviendra une nouvelle formation politique ou une nouvelle force politique? On ne l'exclut pas, ça va dépendre finalement de ce qui va se passer pendant cette campagne présidentielle. L'idée de ce cadre, c'est de permettre à des gens qui ne sont pas forcément membres de la France insoumise, qui ne veulent pas forcément rejoindre la France insoumise, de se regrouper autour de la campagne, de participer à la campagne présidentielle, à la campagne législative, et pourquoi pas demain à la constitution d'une nouvelle formation politique. Quel bilan tu fais des 5 ans ou 6 ans d'existence de la France Insoumise, et notamment depuis 2017 et les 7 millions de voix de Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle, au-delà du groupe à l'Assemblée nationale, duquel tu faisais pas partie, mais qui était quand même très dynamique, qui était un des plus dynamiques de l'opposition à gauche. On peut pas dire que le mouvement insoumis, il est vraiment se soit vraiment enraciné en fait en France, dans les quartiers populaires ou dans les zones périphériques. Quel bilan tu en tires? Et est-ce que c'est pas aussi la possibilité, l'Union populaire, de fermer un peu cette parenthèse pour dire bon maintenant on va essayer de faire autre chose qui sera un peu plus, je sais pas, sur les territoires? Bah, comme tout bilan, il y a des éléments positifs et des éléments négatifs. Je pourrais dire tout va bien, tout est parfait, mais ça serait pas vrai. Donc il y a des éléments positifs. Les éléments positifs, c'est que la France insoumise aujourd'hui est reconnue, identifiée dans le paysage politique, qu'on a quand même réussi et ça, il faut rendre hommage à Jean-Luc Mélenchon pour ça, d'avoir fait émerger des nouvelles figures, des nouvelles têtes qui sont maintenant reconnues par les Françaises et les Français, à l'Assemblée nationale, au Parlement européen. Donc ça, je trouve que c'est un acquis, c'est quelque chose de positif. On a mis dans le débat des idées qui sont des idées importantes, la question de la constituante, de la sixième République, de la planification écologique, de la relocalisation industrielle. On a gagné des points de ce point de vue-là dans la bataille culturelle. Après, il y a eu des moments plus difficiles. C'est vrai qu'aux élections intermédiaires, on n'a peut-être pas fait les résultats qu'on aurait pu espérer. C'est vrai que la question de la reconstitution d'une formation politique de masse, elle est toujours sur la table. Je pense qu'on a progressé de ce point de vue-là. Quand même, hein, la France insoumise aujourd'hui, c'est 2300 groupes d'action partout sur le territoire. C'est de l'activité, de l'action au quotidien. C'est des gens qui sont dans les quartiers populaires, qui soutiennent les mobilisations pour l'auto-organisation, par exemple. Donc il y a des choses qui se passent. Alors est-ce qu'on a tout fait? Est-ce qu'on a tout bien fait? Bien sûr, non. Je pense qu'on fait par strates successives. Et j'espère que dans cette campagne, on va continuer à progresser encore. Alors, votre programme pour 2022, il s'appelle toujours l'avenir en commun, si je ne m'abuse, et c'est globalement le même que pour 2017, sauf que vous déclinez, j'ai vu certaines propositions en plan, la planification écologique dont tu parles, mais en fait c'est aussi une planification économique, c'est un grand classique hein, en France depuis 1946. C'est ça l'avenir de la France si Jean-Luc Mélenchon prend le pouvoir? Il y aura des plans sur tous les sujets, sur toutes les thématiques? Bah, en tout cas, c'est la volonté qu'on a dans la campagne présidentielle de montrer qu'on est prêt à gouverner ce pays. Et donc, bien sûr, on a un programme. Alors, c'est un peu réducteur de dire que c'est le même que la dernière fois. Il a été Oui. enrichi par le travail qui a été fait à l'Assemblée nationale, au Parlement européen. Oui, mais vous le rappelez souvent, c'est les ONG disent que c'était le meilleur et Exactement. globalement, il n'y a pas raison de beaucoup changer, Non, et quoi. puis même, j'ai même envie de dire que plutôt ce qui s'est passé depuis 5 ans dans ce pays a plutôt renforcé la pertinence de notre programme. Hein, on mettait au cœur du programme la question de la constituante et de la sixième République. Je pense que ce qui s'est passé autour de la mobilisation des Gilets jaunes, de la revendication d'un référendum d'initiative citoyenne, de la nécessité de passer à d'autres institutions, est encore plus d'actualité aujourd'hui qu'avant. De la même manière sur la question climatique, la question écologique, la question du partage des richesses, de la justice fiscale, bref, je pourrais prendre tous les sujets. Et la crise Covid, elle a aussi renforcé le fait que oui, on a besoin de services publics, que oui, on a besoin d'agents dans la fonction publique, que oui, on a besoin de pouvoir produire sur notre sol des biens qui sont essentiels, je pense aux médicaments par exemple.
Donc, bon, je dis ça pas par rapport à la question, mais parce que parfois on nous reproche, on nous dit oui, il n'y a pas grand-chose de différent dans votre programme par rapport à la dernière fois, mais la dernière fois on avait un temps d'avance en réalité, donc il n'y a pas de raison de changer des choses qui étaient déjà, à mon avis, extrêmement pertinentes. Donc, bon, ça c'est la première chose. Et après, effectivement, lors de cette convention, on a adopté en quelque sorte le programme qui sera disponible en librairie à partir du 18 novembre et on fera un grand week-end de distribution du programme les 20 et 21 novembre. Puis on a passé à la phase 2 de la construction programmatique qui est l'élaboration de ces plans. L'élaboration des plans, c'est l'idée de montrer que sur des grandes questions, des grandes urgences, les premiers plans, c'est par exemple la nécessité de la transformation du modèle agricole et alimentaire, des violences, de lutter contre les violences faites aux femmes. On va décliner comme ça sur 10, 15 grands sujets, des plans qui montrent, qui sont chiffrés, qui sont précis, qui sont réalistes et qui permettent de dire voilà, si on arrive au pouvoir, voilà ce qui va se passer dans les premiers mois de notre exercice du pouvoir. Alors, le programme, il est très long et très dense. Vous touchez beaucoup de sujets, j'allais dire presque tous les sujets. Mais dans une campagne, vous allez devoir choisir en fait les sujets sur lesquels vous allez mettre l'accent. Par exemple, dans le discours de Jean-Luc Mélenchon hier, il a été mis l'accent sur le nucléaire, ou plutôt la sortie rapide du nucléaire par la sobriété énergétique et par la transition énergétique. C'est un sujet important, effectivement, mais qui est clivant, même à gauche. Pourquoi est-ce que vous avez choisi, pourquoi Jean-Luc Mélenchon a choisi celui-là? Bah d'abord parce que c'était dans l'actualité. Je rappelle que Emmanuel Macron a présenté un plan pour 2030 dans lequel il souhaite investir dans le développement de notamment des petits réacteurs nucléaires. Donc c'était un sujet d'actualité, c'est normal de se positionner sur ces sujets d'actualité. Après, on considère qu'autour de cette question, effectivement, il y a du débat, qu'il ne faut pas avoir peur de ce débat. Le point de vue qui est le nôtre aujourd'hui, c'est que oui, il faut sortir des énergies carbonées, c'est une priorité, c'est évident, mais que faire croire que le nucléaire peut être la solution pour ça nous paraît dangereux, pour plusieurs raisons. D'abord parce que parfois on a l'impression que finalement on a un parc nucléaire, qu'il est là, et que celles et ceux qui voudraient en sortir voudraient juste fermer des réacteurs. Mais ça ne dit pas la réalité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a des réacteurs qui arrivent en fin de vie, et que la question qui est posée, c'est la question du choix politique. Est-ce qu'on met 100 à 150 milliards dans ce qu'on appelle le grand carénage, c'est-à-dire la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires, ou est-ce qu'on met ces 100 à 150 milliards dans le développement des énergies renouvelables, dans des plans d'isolation thermique, la fin des passoires thermiques, etc. Nous, on considère que c'est plutôt de ce côté-là qu'est la solution. Deuxièmement, il y a une part d'irresponsabilité à considérer que le nucléaire pourrait être la solution de demain. Pourquoi? Parce que tout le monde dit aujourd'hui le changement climatique est commencé. On ne pourra pas l'empêcher totalement. Et donc il faut bien sûr une politique de bifurcation, mais aussi une politique d'adaptation au changement climatique. Mais est-ce qu'il est raisonnable de considérer qu'on va avoir plein de petits réacteurs nucléaires partout dans ce pays, alors que la température va augmenter de 1, 1,5, 2 degrés, peut-être 3 degrés d'ici à 2100? C'est ça la question qui est posée. Il y a déjà des problèmes de refroidissement des réacteurs nucléaires. Il y a 4 réacteurs nucléaires qui ont été à l'arrêt pendant l'été. Donc nous, on considère que c'est pas responsable de faire croire aux Françaises et aux Français que c'est là que se trouve la solution. Bien sûr, ça va être difficile, faut pas mentir, faut pas raconter d'histoire. Passer, comme nous on le propose, à 100% d'énergie renouvelable d'ici à 2050, c'est un défi qui est compliqué. Ça va nécessiter de mobiliser l'ensemble de la société, développer les énergies renouvelables, bien sûr les éoliennes, le solaire, les hydroliennes, la géothermie, tout ce qu'on a à notre disposition, et puis mettre le paquet dans la sobriété, l'efficacité énergétique. Voilà, mais je crois que ça, c'est plus enthousiasmant quand même que les débats qui saturent le débat public aujourd'hui sur l'immigration ou sur l'islam. Est-ce que c'est avec des sujets comme ça que vous comptez aller chercher, par exemple, les gens qui s'abstiennent, les abstentionnistes? Qu'est-ce que vous allez faire en fait pour aller chercher ces abstentionnistes? Vous allez faire du porte-à-porte? J'ai entendu que vous allez mettre des tentes dans les cités pour essayer de recueillir que les gens s'inscrivent sur les listes électorales. Oui, on va faire le travail de conviction, on va militer, on va se battre. Mais en quoi ça va être différent d'avant, ça? Vous le faisiez pas déjà? Je pense qu'on va mettre le paquet et qu'on l'organise sans doute d'une manière un peu plus précise encore que ce qu'on faisait avant. D'abord, moi, je veux dire une première chose, c'est que nous, on n'a jamais considéré que les gens qui s'abstiennent sont coupables de l'abstention. Ils sont d'abord des victimes. Ils sont victimes parce que ils sont victimes de 20 ans, 30 ans, de trahison, de reniement, de oui, mon ennemi, ça va être la finance, et puis finalement on fait la politique en faveur de la finance, de toutes ces promesses qui fleurissent pendant les campagnes électorales et qui sont pas suivies d'effets, premièrement. Et donc la question, c'est d'essayer de comprendre les raisons de l'abstention et de proposer des solutions pour y répondre. Quand vous avez des élections intermédiaires aujourd'hui où vous avez 60 ou 70% des gens qui vont pas voter, c'est que notre démocratie, elle fonctionne pas bien. Et donc le premier point d'entrée, c'est de dire aux gens, on comprend, vous croyez plus aux règles du jeu, donc on va réécrire ces règles du jeu ensemble, et c'est la question de la constituante et de la 6e République. Et ben ce travail-là, on va le décliner avec le porte-à-porte, bien évidemment, avec ce qu'on appelle les caravanes de l'Union populaire, avec l'idée qu'on commence dans la discussion
par proposer aux gens de les aider sur le quotidien tout de suite avant de leur dire vous allez voter pour nous et votre vie va changer. Donc on fait de l'inscription sur les listes électorales, donc on fait de l'accès aux droits sociaux. On sait qu'il y a un problème de non-recours aujourd'hui sur un certain nombre d'aides sociales, des gens qui auraient le droit à un certain nombre d'aides et qui n'en font pas la demande. Et quand vous commencez à avoir la discussion comme ça avec les gens, que vous montrez que vous êtes à leur service, à leur disposition pour les aider à améliorer leurs conditions de vie, alors je pense qu'ensuite vous pouvez rentrer dans le débat politique et vous avez regagné en quelque sorte un lien de confiance qui fait qu'ensuite les gens se disent pas ils viennent seulement nous voir pour avoir nos voix, mais ils sont vraiment intéressés par nos conditions de vie au quotidien. Alors, un des axes de la campagne, c'est aussi la question du populaire, hein, c'est dans le titre, Union populaire. C'est quoi pour toi le populaire, Manuel? C'est une sociologie, c'est un style de campagne, c'est des propositions spécifiques? C'est plutôt le fait de s'adresser aux gens dont on parle jamais en réalité, qui sont, je rappelle quand même, les employés et les ouvriers dans ce pays, plus de 50% de la population de ce pays, mais qui concernent 5-6% de l'activité médiatique. Donc c'est d'abord leur parler à ces gens-là, leur dire que nous on est de leur côté, qu'on défend leurs intérêts, et pas se concentrer comme l'a fait une partie de la gauche sur une partie de la population et oublier ces gens-là qui sont encore une fois les grands oubliés du débat politique. Et souvent on nous dit pourquoi Jean-Luc Mélenchon est le mieux placé à gauche pour pouvoir gagner. Moi je crois que c'est pour ça et c'est peut-être pas suffisamment dit parce que je pense que c'est le seul candidat aujourd'hui qui a en capacité de regrouper à la fois une composante populaire très importante et à la fois bien sûr une composante qu'on appelle plutôt de classe moyenne. Et si on veut gagner il faut une majorité sociologique et cette majorité sociologique à mon avis elle est là. Et donc oui nous on assume de vouloir parler aux catégories populaires. On assume de vouloir parler aux gens qu'on voit pas à la télévision, aux gens qui sont les premiers de corvée, comme on a dit pendant la crise Covid, et pourtant qui constituent la majorité sociale de ce pays. Voilà, c'est à ces gens-là, nous, qu'on a envie de s'adresser dans cette campagne, et c'est pour ça que l'Union populaire, ça les concerne bien évidemment. Et la jeunesse, j'ai vu que c'était une des autres cibles que vous souhaitiez atteindre. Comment tu analyses le fait qu'elle ne vote pas massivement, alors même qu'on parle de son avenir et que les élections engagent aussi, dans une certaine mesure, leur avenir? D'abord, il y a sans doute une première raison qui est celle que j'exprimais tout à l'heure, c'est-à-dire beaucoup de déception, beaucoup de reniement, beaucoup de trahison. Il peut y avoir du désintérêt aussi parfois. Il peut Mais y quand on a avoir. 20 ans, on n'a pas forcément connu, même là, par exemple François Hollande, hein, on n'est pas... C'est vrai, mais je pense qu'il y a une désillusion de la politique qui est assez profonde. Et il y a le sentiment, il peut y avoir par exemple, pour donner un exemple, le sentiment chez une certaine catégorie de la population qu'il vaut mieux se regrouper en soi et puis améliorer les petits problèmes par nos actions du quotidien. Bon, moi je pense qu'il faut pas opposer ces différentes formes d'action. Des fois on dit oui, moi je pense qu'il faut agir localement, pas globalement. Non, moi je pense qu'il faut faire les deux. C'est-à-dire que bien sûr que tout ce qui est expérience locale, modification des conditions de vie, modification de l'organisation au niveau local, c'est très important. Mais à mon avis, ça a ses limites si ça s'articule pas à des changements qui sont des changements globaux. Je pense que les jeunes dans ce pays, d'abord, faut pas considérer qu'il faut seulement leur parler des thématiques de la jeunesse. Je crois qu'ils sont préoccupés par le partage de la richesse, qui se posent la question de savoir si en 2050, en 2060, l'écosystème dans lequel on vit aujourd'hui permettra la vie possible. Et puis, il faut leur faire comprendre, parce que c'est de ça dont on souffre aujourd'hui, que c'est pas vrai, il n'y a pas there is no alternative. Et je crois que si on veut reparler à la jeunesse, il faut lui donner un chemin, aussi des raisons d'espérer, un projet global de société. Et de ce point de vue-là, on a gagné des points dans la bataille culturelle parce que le grand avantage entre guillemets, si je peux parler comme ça, de la prise de conscience écologique, c'est qu'elle interroge les fondements du système capitalisme et que c'est une manière de venir remettre en cause le système capitaliste qui est peut-être un peu plus large que ce qu'elle était préalablement. Et donc je crois qu'il y a une disponibilité dans la jeunesse pour ces idées de rupture. Les intentions de vote pour Jean-Luc Mélenchon le montrent, mais il y a toujours cette idée, est-ce que c'est vraiment possible, est-ce qu'on peut le faire ou pas? Bah oui, nous on fait campagne auprès de la jeunesse, Jean-Luc Mélenchon est dans les universités, dans les grandes écoles, on organise aussi nos initiatives, nos mobilisations dans les universités, et puis bien sûr auprès de la jeunesse populaire pour lui dire, si tu prends ton destin en main, on peut vraiment changer les choses en 2022. Alors, il y a aussi la question du reste de la gauche et des écologistes qui se présentent à la présidentielle à ce stade. Donc, il y a Fabien Roussel, Arnaud Montebourg, Yannick Jadot et Anne Hidalgo. Ces derniers jours, il y a eu pas mal de mains tendues ou semi-tendues, notamment une par Alexis Corbière à Fabien Roussel et Arnaud Montebourg. Est-ce que vos structures se parlent ou est bien est-ce que c'est chacun pour soi dans son couloir de nage et puis on verra bien dans quelques mois si on commence à des discussions? En ce qui concerne les communistes, je pense que c'est pas une surprise, cette information est publique. Nous, on a envoyé 2 courriers aux communistes pour leur proposer de discuter sur le fait d'avoir une candidature commune à l'élection présidentielle et de présenter des candidats en commun aux élections législatives. Malheureusement, pour l'instant, ces 2 courriers sont restés sans réponse. En ce qui concerne Arnaud Montebourg, malheureusement, pour l'instant, dans les médias en tout cas, il a des propos à notre égard qui ne sont pas des propos très positifs. Et je dois dire par ailleurs que sur un certain nombre de sujets,
ils ancrent la campagne sur des questions avec lesquelles on peut pas se retrouver. Voilà, le discours qui a été celui d'Arnaud Montebourg sur l'Europe, par exemple, n'est pas le nôtre. Le discours qui a été celui de Fabien Roussel quand il s'est rendu devant l'Assemblée nationale à cette manifestation des policiers, c'est quelque chose dans lequel on peut pas nous se retrouver. Maintenant, il me semble qu'il participe d'un bloc populaire qui, effectivement, du point de vue des électorats, devrait pouvoir se regrouper autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Finalement, il y a deux conceptions à gauche, et c'est pas grave, faut l'assumer. D'un côté, il y a ce bloc populaire, et Jean-Luc Mélenchon, je pense, en est la locomotive. De l'autre, il y a un projet de centre-gauche de réunir forme d'UDF de gauche. Je reprends les propos de François Lamy, qui a rejoint Yannick Jadot. Bon, qu'on respecte, mais dans lequel nous, on peut pas se retrouver. Et un des enjeux de cette campagne présidentielle va être de savoir si, à gauche, c'est le bloc populaire ou le bloc de centre-gauche qui est en tête et qui a la main et qui construit la dynamique. Bah, nous, on se bat, on se mobilise pour faire en sorte que ce soit le bloc populaire. Alors, c'est intéressant, tu dis construire la dynamique, mais sur quelle base, en fait, vous allez juger la construction de cette dynamique, si ce n'est les sondages? Hier, justement, Jean-Luc Mélenchon, il a beaucoup conspué les sondages. Pourtant, enfin, en l'espèce, c'est ce qui pourrait lui permettre, en fait, de dire, bah, regardez, je sais pas, moi, par exemple, au mois de janvier, c'est moi le premier à gauche, du coup, mettez-vous derrière moi, et Fabien Roussel, Arnaud Montebourg, ou même Anne Hidalgo, Yannick Jadot, rangez-vous derrière moi. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal, en fait, d'attendre des sondages qui placent Jean-Luc Mélenchon en premier, et en même temps de dire, de toute façon, tout ça, c'est du mensonge? Non, mais on l'attend pas à des sondages. Nous, on demande pas aux autres de se ranger derrière nous. On n'a jamais utilisé ce type de terme. On a dit, on considère qu'on défend certaines idées qui sont proches avec les gens que je mets dans ce bloc populaire et peut-être qu'on pourrait faire équipe et faire candidature commune. Maintenant, le discours de Jean-Luc Mélenchon sur les sondages, c'est pas une critique des sondages en tant que tels. On pourrait, hein. Honnêtement, il y a plein de raisons de critiquer les sondages en tant que tels. Je rappelle les travaux de Bourdieu, l'opinion publique n'existe pas, des remarques qui sont faites par des mathématiciens, des statisticiens, il y aurait plein de choses à dire. Ce que l'on conteste aujourd'hui, c'est que les sondages d'intention de vote qui sortent en ce moment s'appuient sur des hypothèses de participation au premier tour de l'élection présidentielle et qui sont compris entre 50 et 55%. Et ce qu'on n'accepte pas, c'est l'idée finalement que ce soit des sondages qui s'appuient sur la moitié de la population, qui en expulsent en quelque sorte les catégories populaires, qui déterminent qui sont les candidats et les candidates qui sont en dynamique. Et on conteste le fait qu'à jamais, à aucun moment, quand ces sondages sont présentés, on dit voilà l'hypothèse de participation sur laquelle ça s'appuie. Pour dire les choses un peu simplement, on a l'impression qu'il y a une volonté de rétablir une forme de suffrage censitaire à travers les sondages, c'est-à-dire finalement il n'y a que les catégories moyennes et supérieures qui vont décider du tableau de l'élection présidentielle. Voilà ce que l'on critique dans les sondages tels qu'ils sortent Mais en même temps, les sondages ne sont aujourd'hui. pas nécessairement prophétiques. Non, ils le sont pas, mais ils ont un impact, clairement. Je veux dire, je pense que ce serait, ça serait Que parfois vous utilisez aussi. Oui, C'est mais normal. oui, mais ce serait se mentir à soi-même de pas considérer que les sondages ont un impact sur le déroulement de la campagne. D'ailleurs, regardez, il y a une formation politique, les Républicains, qui a même assumé qu'ils allaient commander des sondages pour déterminer qui était le candidat le mieux placé. Il y a même, parce que ça les gens ne le savent pas, dans la loi maintenant, pour déterminer l'égalité, l'équité du temps de parole en temps de campagne présidentielle, il y a 3 critères, et un de ces 3 critères, c'est les sondages. Donc, vous voyez, les sondages ont un impact sur le déroulement d'une campagne électorale. Donc, quand ils s'appuient sur une méthode qui consiste à dire il y a que 50% de la population qui est pris en compte, il est normal qu'on puisse la dénoncer et la critiquer. Maintenant, la position centrale de Jean-Luc Mélenchon dans le bloc populaire, elle est attestée par d'autres choses que par les enquêtes d'opinion. Il y a aujourd'hui 260 000 personnes qui ont apporté leur soutien à la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr, c'est pas les 7 millions de voix qu'on veut réunir ou 8 millions de voix qu'on veut réunir pour être au deuxième tour. Mais c'est beaucoup plus que les 16 000 qui ont voté pour la candidature d'Anne Hidalgo, ou même les 52 000 qui ont voté pour la candidature de Yannick Jadot. Je pense qu'il y a une dynamique de rassemblement autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon, qui à mon avis est aujourd'hui le mieux placé. Maintenant, moi je fais confiance aux électrices et aux électeurs, davantage qu'aux appareils d'ailleurs, pour faire les choix qui leur paraîtront à ce moment-là les choix les plus justes. Alors, on parle de la gauche, mais il y a aussi la droite et l'extrême droite. Aujourd'hui, ce sont eux, hélas, qui font le tempo médiatique et parfois politique. Éric Zemmour en tête de gondole. Jean-Luc Mélenchon a tenté quelque chose en allant débattre il y a quelques semaines avec lui, mais on peut pas dire que, même si je pense qu'il n'y a rien à redire de sa performance en tant que telle, que ça ait freiné la dynamique Éric Zemmour. C'est quoi votre plan contre ce péril brun? Bah, d'abord, il faut dire que si ces idées d'extrême droite ont continué à progresser dans notre pays, il y a une responsabilité qui est assez largement partagée. Quand le pouvoir en place envoie un de ses ministres, et pas un ministre mal placé, Monsieur Darmanin sur un plateau de télévision dire à Madame Le Pen qu'elle est trop molle, bah, ça contribue à une forme de banalisation des idées de l'extrême droite. Quand la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche lance une chasse aux sorcières dans les universités en reprenant ce terme d'islamo-gauchisme, qui est un terme qui a été inventé par l'extrême droite,
ça contribue à une forme de banalisation des idées de l'extrême droite. Donc maintenant, effectivement, la question qui est posée, c'est comment on affronte cette progression. De mon point de vue, on l'affronte sur le fond. On l'affronte en démasquant, en quelque sorte, l'imposture que constitue aujourd'hui l'extrême droite. C'est pas nouveau qu'en période de crise, en temps de crise, il y a toujours eu, de la part d'une partie du système, une volonté de protéger ses intérêts en divisant la résistance populaire, en divisant le peuple, en disant le problème, c'est pas l'accumulation des richesses par les plus riches, c'est votre voisin parce qu'il n'a pas la bonne religion ou la bonne couleur de peau. Donc je pense qu'il faut démystifier en réalité le rôle réel que joue l'extrême droite dans ce pays. Monsieur Zemmour est ultra-libéral. Le programme de Monsieur Zemmour en matière économique n'a rien à envier au programme d'Emmanuel Macron. Il est pour reporter l'âge de départ à la retraite à 64 ans ou à 65 ans. Et les ouvriers ou les employés qui nous regardent seront intéressés. Quand on l'interroge et on lui dit il y a une telle entreprise qui va fermer, il va y avoir 500 suppressions d'emplois, il dit l'État n'a pas vocation à être une ambulance. Voilà, ça c'est la réalité du programme économique et social de M. Zemmour. Donc je crois qu'il faut faire ce travail de démystification. On comprend les gens qui sont en colère. On comprend les gens qui ont l'impression que le système, pour reprendre ce terme, l'oligarchie, finalement, ne défend que ses propres intérêts et s'en fiche de leurs conditions de vie. On peut comprendre tout ça. Mais l'idée que c'est en allant vers des solutions qui sont des solutions de division qu'on va s'en sortir est une idée fausse. Et donc, au contraire, il faut aller vers une candidature qui porte la question du partage de la richesse, qui veut reprendre l'argent et le pouvoir des mains de celles et ceux qui nous l'ont confisqué. J'ai une dernière question, Manuel. Je t'ai entendu dire à la convention, à la tribune ce week-end, c'est cette élection ou jamais. Mais ça veut dire que si Jean-Luc Mélenchon échoue en 2022, désolé d'y penser, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tout va s'écrouler? Parce que si Macron est réélu, ou pire, si c'est l'extrême droite qui prend le pouvoir, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être quoi le rôle de l'Union populaire ou de la France insoumise ou de toi, député européen? Enfin, ça va pas forcément être le même si c'est l'extrême droite qui est au pouvoir que si c'est Emmanuel Macron ou Yannick Jadot. D'abord, je précise que j'ai effectivement dit 2022 c'est l'élection ou jamais. Je parlais en matière climatique, en m'appuyant sur les rapports du GIEC d'un point de vue climatique, de ce qu'on appelle l'IPBES, c'est-à-dire la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité, qui dit 6e extinction des espèces, 1 million sur les 8 millions d'espèces qui sont recensées dans le monde sont menacées de disparition. Et le GIEC nous dit on a quelques mois, quelques années, mais même maintenant presque plus que quelques mois, si on veut vraiment amorcer, changer de trajectoire en réalité. La trajectoire aujourd'hui, c'est une hausse de la température en 2100 de 3 ou 3,5 degrés, avec des conséquences que tout le monde peut imaginer. Donc en matière climatique, j'assume de dire que si on ne prend pas le pouvoir dans cette élection présidentielle, alors après, il y a une partie des phénomènes qui sont irréversibles. Et donc ça, c'est une importance qui est fondamentale. Après, comme tout combat, on essaye de le gagner. Mais si on le perd, bien évidemment qu'on sera là, qu'il faudra être dans la résistance sociale, la résistance qui prendra des formes. Bien sûr, ça va être violent. D'ailleurs, que ça va être violent que Emmanuel Macron lui-même reprenne le pouvoir. On sait qu'il a un programme caché. De ce point de vue-là, Édouard Philippe, quand il dit la retraite à 67 ans, la suppression du nombre de fonctionnaires, en quelque sorte, il exprime le programme caché d'Emmanuel Macron, ou que ce soit l'extrême droite avec toutes les menaces que ça fera peser en matière économique ou en matière de défense de nos libertés et de l'unité du peuple français. Donc bien sûr qu'on sera là. Et si on gagne pas, mais moi je forme le vœu et je me bats pour qu'on gagne, bien sûr, mais si on gagne pas, eh ben il faudra organiser la résistance populaire, et je pense qu'une formation politique comme la France insoumise, ou peut-être demain l'Union populaire, sera bien placée pour le faire. Merci beaucoup, Manuel. Merci.